Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. L'histoire falsifiée, la colonisation, Vichy, les croisades, le Parti communiste français, l'Inquisition, la Révolution, la guerre d'Algérie, les historiens ripostent. C'est le titre de la dernière une du magazine L'Incorrect. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect, vous êtes chroniqueur sur Ligne Droite, sur la dernière ligne droite. Et puis nous sommes avec l'historien Jean Sévilla. Bonjour Jean Sévilla. Bonjour. Bon, alors on ne vous présente plus, voilà, auteur de nombreux ouvrages, notamment Le terrorisme intellectuel, historiquement correct pour en finir avec le passé unique, mais aussi historiquement incorrect aux éditions Fayard, spécialiste de l'Autriche, notamment sur la figure de l'impératrice, Zita l'impératrice, ou encore Charles d'Autriche, Histoire passionnée de la France en 2013, et une histoire inédite de la France en 100 cartes. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup les cartes. Voilà. Et puis l'Église en procès, parce qu'évidemment on va en parler. Donc là, vous avez dirigé un ouvrage. Jean Sévilla, d'abord, je voulais vous parler de ce forum de Renaissance catholique, la 31e fête du livre. C'est donc dimanche 10 décembre de 12h à 19h à l'espace Les Pyramides Port-Marly. Il y a 100 auteurs qui vont dédicacer des livres, 10 000 livres sélectionnés. Et donc vous faites une conférence sur votre dernier livre, Cette Autriche qui a fait Hitler, qui a dit non à Hitler, justement, aux éditions Perrin. Oui, Jean-Pierre Maujean, le président de Renaissance catholique, m'a invité à prendre la parole pour présenter en effet en substance mon livre. Je viens de publier un livre s'appelant « C'est Autriche qui a dit non à Hitler ». Tout le monde a un petit peu l'idée, parce que c'est le message que martèlent les médias ou l'école, que l'Autriche a été annexée en 1938 avec joie, et c'est en quelque sorte jeté dans les bras de Hitler. Je montre le contraire. Il y a bien sûr qu'il y a eu des Autrichiens qui ont dit oui à Hitler. Il y a aussi toute une masse très nombreuse d'Autrichiens qui ont dit non à Hitler. Il y a eu 100 000 Autrichiens poursuivis par la Gestapo entre 1938 et 1945. Il y a eu une résistance organisée qui a eu ses victimes, qui a eu ses martyrs, des gens de gauche, des gens de droite, des conservateurs, des catholiques, des monarchistes. Cette face-là, cette page d'histoire est totalement méconnue. Il se trouve que j'ai une grosse documentation sur le sujet, et comme c'est un sujet qui me tient à cœur, voilà, j'ai écrit ce livre pour rendre hommage à ces Autrichiens qui étaient peut-être minoritaires, mais qui ont sauvé, à mon sens, l'honneur de leur pays dans cette période noire. Tout à fait. Bon, on vous invitera plus longuement pour en parler, évidemment, de ce livre, Cette Autriche qui a dit non à Hitler, aux éditions Perrin. Mais je me tourne vers Arthur de Vatrigan pour ce magazine, L'Incorrect, l'histoire falsifiée, les historiens ripostent. Pourquoi vous avez voulu faire cette une sur l'histoire? Pour vous, c'est évidemment important, l'histoire, et l'histoire de France, puis l'histoire mondiale, comment elle a été falsifiée aujourd'hui. C'est important parce que déjà, quand avec tout ce qui se passe en ce moment sur le conflit israélo-palestinien et les manifestations qui ont lieu notamment à Paris, on entend beaucoup d'âneries. Alors c'est des âneries anciennes, des bêtises qu'on répète inlassablement, mais c'est la France est coupable, la guerre d'Algérie, la colonisation, les croisades, bref. Vous connaissez la musique mieux que moi. Parce qu'il y a aussi, tout le monde s'accorde à dire que l'histoire n'est pas un jeu, et pourtant l'histoire n'est jamais prise au sérieux aujourd'hui, déjà par une inculture importante, par une grande partie des Français bien sûr, mais aussi une grande partie des élites, et pourtant qui n'hésitent pas à l'instrumentaliser, notamment lors différentes commémorations, différentes déclarations. On sait qu'on a une idéologie, une doxa, et c'est pas Jean Sévilla que je vais l'apprendre, il a sorti un ouvrage merveilleux à ce sujet. Donc voilà, on a voulu faire ce dossier-là aussi au nom de la vérité, évidemment, et pour rappeler que l'histoire n'est pas close, et rappeler quelques vérités, et que finalement, en redécouvrant ce dossier, en redécouvrant ces différents sujets qu'on a abordés, on se rend compte que le récit national que la gauche aime tant décrier, finalement, le vrai récit national, c'est eux qui l'ont installé, et que dans les quelques vérités qu'on voulait rétablir, on se rend compte évidemment que l'histoire n'est jamais en noir et blanc, qu'il y a toujours une zone grise, et que finalement la France n'est pas si affreuse que ça. Et justement, donc on va en reparler de cette zone grise et de comment on traite l'histoire. Je voulais vous citer George Orwell, donc Jean Sévilla, qui contrôle le présent, contrôle le passé, qui contrôle le passé, contrôle le futur. Donc il y a aussi une dimension totalitaire de ce contrôle, notamment du passé, permet aussi de contrôler le futur. Enfin, en tout cas, l'histoire est récupérée par des idéologies.
Oui, alors que l'histoire, normalement, est une science. Alors, pas une science exacte comme les mathématiques ou la physique, mais enfin, c'est une science qui se fonde sur des connaissances. Et le vrai travail de l'historien, c'est de faire un travail de chercheur et de comprendre le passé dans toutes ses dimensions. Alors, l'historiquement, ce que j'appelais moi l'historiquement correct dans un de mes livres, la manipulation de l'histoire, si vous voulez, c'est au contraire, c'est pas une démarche de connaissance, c'est pas une démarche scientifique, c'est une démarche politique et idéologique. C'est leur pratique, ils prennent dans l'histoire ce qu'ils veulent et en appliquant un schéma idéologique, c'est qu'en fait on se sert de l'histoire, c'est une instrumentalisation de l'histoire, on se sert de l'histoire pour faire dire au passé quelque chose pour les hommes d'aujourd'hui. C'est donc le contraire d'une démarche historienne, qui est une démarche empirique, modeste, de soumission au réel. Là, au contraire, l'historiquement correct, la manipulation de l'histoire, c'est vraiment une démarche politique. Et justement, on va voir juste après justement si le camp patriote nous aussi n'a pas fait ça, c'est-à-dire récupérer l'histoire pour un autre récit national. Mais juste avant, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Marie Falicou. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Alors vous l'avez dit, Arthur de Vatrigan, aujourd'hui le récit national finalement a été récupéré par la gauche pour divulguer, en tout cas utilisé pour divulguer donc son idéologie. Mais est-ce qu'on ne peut pas reprocher aussi au camp national d'avoir utilisé, au camp patriote d'avoir utilisé cette histoire aussi pour raconter une histoire de France où on a aussi obscurci quelques histoires, en tout cas quelques passages de notre histoire qui pourrait justement ne pas rentrer dans un narratif où on pourrait ne plus aimer la France justement à cause de certaines parties de notre histoire. Oui, ce qu'on appelait peut-être le roman national, mais le roman national n'a pas été inventé par la droite, contrairement à ce qu'on nous raconte encore une fois aujourd'hui. C'est encore une erreur historique. Après, encore une fois, il y a l'histoire qu'on enseigne à l'école. Il y a l'histoire qui est utilisée en tant que communication par la politique, et puis après il y a le travail d'historien. Le drame, c'est que on a vu beaucoup d'affaires des historiens contestés. On peut se rappeler évidemment de Patrick Grenouillot, on peut se rappeler de Guggenheim. Ça, c'est quelque chose qui est dramatique. Sur l'école, on peut pas enseigner évidemment toute l'histoire. La question, c'est quelle histoire on enseigne. Et on a vu quand même, au fur et à mesure des dernières décennies, une inclinaison plutôt sur la culpabilité de la France. L'histoire que j'ai apprise moi à l'école n'est pas la même que l'histoire que les enfants apprennent à l'école. Et dans ce qui a été enlevé et dans ce qui a été ajouté, il y a quand même un biais idéologique assez fort. Ensuite, d'un point de vue politique, moi je préférais toujours qu'un homme politique, notamment quand il de dire à Macron, sa spécialité à l'étranger, c'est de taper sur la France, mais qu'il soit à l'étranger, qu'il soit en France, ça soit plutôt d'essayer de glorifier, en tout cas de se féliciter de ce qu'est la France, parce que évidemment qu'il y a plein de zones d'ombre, évidemment que historiquement la France a commis les différents gouvernants, différents rois, évidemment ont commis des erreurs, évidemment on ne va pas le renier. Sauf que bizarrement, le massacre, l'un des plus grands massacres d'État, qui est quand même la Révolution, de là où est née notre République aujourd'hui, bizarrement, ça n'en parle jamais. C'est toujours occulté. Et dès que quelqu'un essaye de pointer un peu de trois choses, tout de suite, il est accusé de royaliste d'extrême droite. Vous connaissez évidemment la chanson. Donc, évidemment que d'un point de vue du travail de l'historien, il faut laisser faire leur boulot. Il faut laisser aux historiens la possibilité, la liberté de faire leur travail. Et je ne crois pas qu'un type de droite ait un jour attaqué un historien ou on l'a empêché de faire son boulot. Je ne pense pas. D'un point de vue de l'école, peut-être qu'on voit les programmes et peut-être qu'en effet, avant, il y avait une inclinaison trop importante et on oubliait certains détails. Ok, très bien, pourquoi pas. Sauf que ça fait 50 ans que c'est l'inverse. Et d'un point de vue politique, moi, je pense toujours que toute la France a quand même pas à rougir de grand-chose. Je préfère que nos politiques, pendant 80% de leurs déclarations, glorifient la France plutôt que l'inverse. Alors justement, Jean Sévillat, là-dessus, c'est pas facile finalement de trouver une ligne de crête entre raconter l'histoire pour faire aimer la France et en même temps ne pas occulter ces zones d'ombre.
C'est pas facile, mais c'est faisable. Je veux dire, pardon de parler de moi, mais enfin, je ne suis pas un modèle, mais enfin, j'ai publié un livre qui s'appelle Histoire passionnée de la France, ce qui vous pourrait exprimer ma passion, la passion que j'éprouve pour mon pays, même si j'en aime d'autres aussi, mais où je montre les grandeurs de notre pays, sa construction, ses principes directeurs, et en même temps, j'ai tâché de ne cacher aucune page d'ombre. Il y en a sous la monarchie, il y en a sous l'Empire, il y en a sous la République, parce que bon, l'histoire, c'est l'histoire de l'humanité, et l'homme n'est pas parfait. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et donc voilà, donc aucun régime n'est parfait, l'homme n'est pas parfait, donc il y a des zones d'ombre partout. Et je pense que le travail de l'historien, c'est de mettre tout sur la table. Le problème, comme vient de le souligner Arthur de Vatrigan, c'est qu'aujourd'hui, on a une histoire orientée. Il s'agit de pas de... si vous voulez, on décrit totalement l'ancienne, encore c'est moins marqué aujourd'hui, enfin l'ancien monde d'avant la Révolution, mais il ne s'agirait pas, en sens inverse, de dire que tout était parfait sous l'Ancien Régime. Si la monarchie est tombée entre 1789 et 92, c'est aussi en partie parce que le système d'Ancien Régime était un système bloqué. Donc il s'agit... Bon, et on pourrait multiplier les exemples, comme ça, en histoire contemporaine. Il y a les très grandes impériales, il y a les très grandes fautes de Vichy, il y a aussi objectivement des réussites de Vichy, et puis il y a les très grandes fautes de De Gaulle, puis il y a aussi les réussites de De Gaulle, enfin je veux dire, etc. Il faut tout mettre sur la table. Le problème, c'est que on a une histoire aujourd'hui hémiplégique, en effet. Alors, le rôle de l'historien, c'est de tout mettre sur la table, de mettre tous les éléments du dossier, et ensuite on peut émettre des jugements, mais à condition de rien occulter, en effet. Alors, on va revenir sur cette une de l'incorrect, je rappelle, l'histoire falsifiée, les historiens ripostent. Alors, vous faites, Arthur de Vatrigan, une chronologie, on part du Moyen-Âge pour arriver donc à la colonisation notamment, et donc notamment le Moyen-Âge occupe une place, parce qu'il y a plusieurs dossiers sur le Moyen-Âge, la place de la femme, notamment la création de l'amour courtois au Moyen-Âge, les croisades, l'Inquisition. Pourquoi le Moyen-Âge, aujourd'hui, est une période particulièrement falsifiée de l'histoire de France ? C'est une période falsifiée parce que, alors déjà, il y a eu un imaginaire culturel qui a été construit sur le Moyen-Âge, récent, contemporain, littérature, séries, cinéma, qui donne une image du Moyen-Âge très barbare. Rien que déjà dans l'aspect, dans la forme, dans les couleurs, dans la colorimétrie, dans le choix des décors, dans le choix des vêtements, tout est sale, tout est sombre. Au nom de la rose, par exemple, puis même les visiteurs. Ouais, c'est un des premiers, mais il y en a eu beaucoup, quoi. Et c'est vrai que donc, le grand public trouve évidemment une image, on lui renvoie une image du Moyen-Âge qui est sale et sombre. Ensuite, d'un point de vue politique, évidemment, le Moyen-Âge est instrumentalisé, on parle d'associations qui parlent du rôle des femmes au Moyen-Âge. Il y a évidemment les croisades. Alors pourtant, si vraiment une seule fois il faudrait faire du Free Palestine, c'était à ce moment-là, c'était au moment des croisades. En 1095, et puis aussi l'Inquisition. L'Inquisition qui est assez amusant, alors qui est encore une fois le sceau de l'Église affreuse, tortionnaire et barbare, alors pourtant notre système juridique descend directement de l'Inquisition. Donc on a voulu rétablir quelques vérités. Tout en ne niant pas évidemment les choses qui étaient critiquables, mais encore critiquables avec un contexte à remettre et pas critiquables du point de vue de la morale. Nous aujourd'hui on a 19 siècles de plus. Bon, on va pas commencer à dire oui, mais alors, vous avez c'est vraiment affreux. Heureusement on peut juger moralement ce qu'ont fait les gens il y a 1900 ans. Bah, non, évidemment que non. Donc on redit des choses de manière factuelle. Et puis on essaie de débunker, comme on dit aujourd'hui, quelques fake news. Pas nous, les historiens. Nous, la correcte ne prend pas la parole dans ce magazine-là. On a fait intervenir uniquement des historiens. Alors attention aux anglicismes, Arthur de Vatrigan. Oui, j'en ai sorti deux exprès volontairement. Alors c'est fausse information et débunker, on va essayer de trouver un mot pour pouvoir le traduire. Jean Sévilla, là-dessus, alors évidemment, le Moyen-Âge, on pourrait limite l'histoire falsifiée au Moyen-Âge, on pourrait faire une émission. Voilà, alors pour débunker, il faut dire démystifier, Arthur de Vatrigan désormais. Démystifier les fausses nouvelles. Démystifier les fausses nouvelles. Alors, on pourrait faire donc une émission sur le Moyen-Âge, mais moi je voulais concentrer sur l'Inquisition 1184, qui a véritablement été présentée notamment, je parlais au nom de la rose, Jean-Jacques Hano, puis même dans Les Visiteurs, qui est une comédie populaire, on a vu l'Inquisition comme véritablement un obscurantisme, et finalement, vous, ce que vous dites, c'est que ça a été un
un progrès, notamment dans ce livre L'Église en procès, que c'est donc un progrès, donc notamment d'un point de vue de la procédure judiciaire. Alors, si vous me permettez... Oui, L'Église en procès n'est pas un de vos livres. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voudrais le dire de manière un petit peu plus subtile. Quand on dit que l'acquisition est un progrès, je ne dirais pas ça comme ça. Voilà. Dans l'histoire, en effet, de l'histoire du droit, les procédures inquisitoriales, en effet, ont introduit la notion de défense, c'est-à-dire que les accusés des procès d'inquisition avaient bénéficié d'un système de défense avec quelque chose qui est en antécédent de la fonction d'avocat aujourd'hui. C'est ça. Il faut dire quand même, en histoire, il faut quand même être prudent. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses avec mesurer les mots qu'on emploie. Voilà. Maintenant, l'histoire de l'Inquisition, c'est très difficile à expliquer aujourd'hui. D'abord, surtout l'expliquer au métro de Radio Courtoisie en 1 minute et demie, c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais le problème de l'histoire et de la transformation de l'histoire, c'est qu'on projette sur le monde d'hier des concepts d'aujourd'hui. L'Inquisition, d'abord, ce n'est qu'une partie de l'histoire de l'Église, ça n'est que dans une partie de l'Europe. Et ça n'est compréhensible que si on comprend que le monde médiéval est un monde sacral et où le lien religieux, même s'il y avait toujours la distinction entre Dieu et César, le temporel et le spirituel, où, je dirais, l'unité religieuse était au cœur de l'unité sociale. Le marqueur religieux était un marqueur social. La société était fondée sur l'unité religieuse. L'hérétique devenait quelqu'un qui, au fond, devenait un délinquant parce qu'il faisait obstacle à l'unité sociale qui était aussi une unité religieuse. Et donc, le Moyen-Âge a imaginé cette procédure qui consistait à faire des procès aux hérétiques. Alors aujourd'hui, on est dans une société de liberté religieuse, de liberté de conscience, etc. Ça paraît des concepts totalement incompréhensibles, parce que nous raisonnons en homme du XXIe siècle. Or, il faut juger l'Inquisition dans cette époque qui est très différente de la nôtre, qui est une période de chrétienté, où l'unité religieuse est fondamentale, où globalement, il y a celui qui dévie de la pensée de l'Église ou de la parole de l'Église devient objectivement un délinquant. Encore une fois, c'est très incompréhensible pour nous. Mais à l'époque, justement, les personnes préféraient être jugées par l'Inquisition que plutôt par le pouvoir en place, parce que l'Inquisition était réputée plus docile, en tout cas. Alors, c'est-à-dire que les procès d'Inquisition étaient des procès très, très procéduriers. On a d'ailleurs des tonnes d'archives, elles sont souvent en mauvais état, mais enfin, c'était pas une justice arbitraire, quoi. D'abord, pas une justice arbitraire. L'échelle des peines était extrêmement diversifiée, contrairement à ce qu'on croit. Le fameux bûcher, c'était même pas 1% des condamnations. Il y avait beaucoup de gens qui étaient passés en procès d'inquisition, mais qui étaient condamnés à faire un pèlerinage ou à réciter des prières ou à payer une amende. Les pénitences, des confessions. Etc. Donc c'était, là aussi, c'est une réalité extrêmement diversifiée. La part, c'est toute la propagande anticléricale du XIXe siècle qui a surinterprété le côté bûcher et par la peinture aussi. On a beaucoup de tableaux que tout le monde a plus ou moins vus, où on voit des moines avec des airs de sadiques et qui sont en train de torturer des malheureux. En réalité, ça, c'est de la peinture qui est politique et idéologique. Et c'est un mythe. Oui, c'est un mythe. Il y a une instrumentalisation de l'histoire. Un mythe que vous démystifiez. Vous avez parlé de la propagande anticléricale du 19e siècle, puis il y a aussi une propagande anti-royauté, en tout cas, et notamment, comme on nous présente les rois d'aujourd'hui, on fait donc un anachronisme en présentant donc ces rois comme finalement des dictateurs, comme les dictateurs des grandes masses donc de la Russie, de l'Allemagne, comme les dictatures totalitaires du XXe siècle. Arthur de Vatrigan, pourquoi c'est aujourd'hui cette comparaison est finalement complètement anachronique? Déjà, ce qui est étonnant, c'est qu'on oublie toujours les questions de moyens. Aujourd'hui, on a quand même le progrès, la technique permet beaucoup plus de contrôle. Première chose. Ensuite, on a des moyens de locomotion, de déplacement qui ne sont absolument pas les mêmes qu'à l'époque de Louis XIV. Donc, c'est-à-dire que même aujourd'hui, avec tous nos droits de l'homme, nos juridictions qui contrôlent qu'on respecte bien tout, le président de la République a un pouvoir beaucoup plus important par ses moyens, par sa technique, par le contrôle de son territoire qu'à l'époque de Louis XIV, par exemple. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le système n'était pas du tout le même. Alors, il y a ce mythe, cette caricature de l'absolutisme.
absolutiste, roi tyran. Donc là, on a interrogé Jean-Christian Petit-Fils dessus en expliquant, voilà, qu'est-ce que ça signifie absolutisme. Donc il rappelle déjà que ce terme, il apparaît qu'en 1797 sous la plume de Chateaubriand, quoi. Avant, on ne parlait pas d'absolutisme. Ensuite, on lui demande, voilà, le pouvoir réel de ces rois. Bon, bah, il rappelle qu'il y a quand même un état de droit à l'époque aussi. L'état de droit dont on parle aujourd'hui, il y en avait un également sous Louis XIV, sous Louis XV. Voilà. Donc, encore une fois, c'est ce qu'a très bien dit Jean Sévilla, c'est qu'on ne recontextualise jamais et on juge de notre point de vue, de notre époque, ce qui s'est passé il y a 5-6 siècles, en oubliant volontairement, involontairement plein de choses, et notamment, lorsqu'on parle de monarchie absolue, d'absolutisme et de roi tyran, le roi tyran, il n'avait pas les mêmes moyens quand il est habité au château de Versailles pour vérifier ce qui se passait du côté de Tours ou du côté d'Orléans, par exemple. Pour y aller, c'était un peu plus loin pour contrôler. On n'avait pas les téléphones, les réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. Donc, la tyrannie ne s'exerçait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Et justement, là-dessus, Jean Sévilla, on nous présente parfois, on occulte ces 43 qui ont fait la France. On nous explique que la France a commencé à partir de 1789 et avant, les gens étaient dans l'obscurantisme, étaient donc soumis à un roi tyran. Oui, alors c'est un point de vue dont les historiens modernes sont un petit peu revenus. Même les historiens les plus républicains, la césure est moins marquée. C'est évident que toute société a été héritière d'un passé par définition, et que la France, le mythe de la France qui serait construite, née toute seule en 1789, est mythologique. Il y a une continuité de la société, une continuité des institutions d'une certaine manière, et en réalité, il y a aussi, ça peut surprendre, mais il y a beaucoup de projets qui ont abouti sous la Révolution, qui ont été conçus sous la monarchie. Un certain nombre de réformes qui étaient des réformes nécessaires, égalité devant la loi, devant l'impôt, etc. etc. C'est le projet qui avait été conçu par des ministres de la monarchie qui n'ont pas pu aboutir du fait du blocage du système, et qui ont abouti soit sous la Révolution, soit sous Bonaparte. Donc l'histoire, c'est à la fois un élément de rupture et de continuité. Mais je pense qu'aujourd'hui, le préjugé, enfin, il y a toujours des préjugés sur le système monarchique, l'absolutisme, etc., comme ça a été rappelé il y a quelques instants, mais on a un regard un peu plus objectif, où on prend plus en compte l'ancienneté de la société, enfin la monarchie, ne fût-ce que sous l'angle patrimonial. Si vous voulez, quand on va visiter les châteaux de la Loire, c'est les châteaux des rois de France. Versailles reste un des grands standards touristiques mondiaux, et tous les Français s'y précipitent. Donc on n'a pas complètement oublié les rois de France non plus. Puis tous les livres sur les rois de France, etc., se multiplient, ça se vend très bien. Donc il y a quand même, Dieu merci, je pense qu'il y a sur ce plan-là, les choses sont moins idéologiques qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans ou 60 ans. Alors je voulais revenir avec vous, Jean Sévilla, sur cette phrase de Pierre Chaunu qui rappelle que la Révolution française avait fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. Parce que donc dans ce magazine, donc dans l'incorrect, dans l'histoire falsifiée, on a parlé donc de toutes de ces religions, donc la royauté, la religion catholique est donc condamnée, fait partie des méchants. Et puis il y a aussi les gentils, c'est-à-dire notamment les républicains. Puis on va vous parler aussi des communistes, comment ils ont été présentés. Et on se rend compte que finalement la Révolution française aussi a des parts d'ombre, une grande part d'ombre. Oui, alors là, pour le coup, ça reste une page qui est comme largement occultée. Enfin, il n'y a qu'à voir la question fondamentale, évidemment, du génocide vendéen. Alors, est-ce que le mot de génocide, on peut introduire un débat, est-ce que le génocide s'applique ou non à la Vendée? En tout cas, massacre de masse, c'est évident. Et à visée politique et idéologique, c'est aussi évident. Bon. Cette page-là reste occultée, enfin, même s'il y a eu des progrès, parce qu'il y a eu les travaux des historiens, il y a eu Rénal Sécher, il y a eu sur le plan mémoriel, il y a eu Puy du Fou pour le grand public, enfin voilà. Mais enfin, le statut officiel de la guerre de Vendée, au regard de l'histoire officielle et de la parole officielle de l'État français, reste très, très, très minime, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance officielle oui, il y a eu un massacre en Vendée en 1793-1794. Donc cette page noire-là
subsiste. On parle peu de la guillotine, on parle peu des morts de la terreur. Dans l'imaginaire français, tel qu'il est véhiculé par l'école, par les médias, la Révolution, ça reste les droits de l'homme, la prise de la Bastille, la fin de l'aristocratie, des privilèges, enfin toute la vieille mythologie républicaine reste en place et reste largement diffusée, évidemment, dans l'esprit du public, alors que, en fait, la Révolution est assez... système de terreur qui se met en place, c'est un système pré-totalitaire, c'est pas du totalitarisme identique au totalitarisme communiste ou nazi, mais enfin c'est un système de gouvernement, de dictature d'une minorité, d'un parti minoritaire, et c'est un système effectivement pré-totalitaire. Justement, donc cette révolution, notamment là-dessus, les républicains présentés comme les gentils face à la royauté qui sont des méchants, Arthur de Vatrigan, on se rend compte que finalement, il y a, on le rappelle, selon Pierre Chaunu, donc la Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. Oui, on rappelle aussi que la violence n'est pas un dérapage, mais que c'était aussi le moteur du processus, tout simplement, dans la Révolution. Et que ces derniers jours, on s'est indigné à juste titre, effrayé même devant les massacres d'enfants. Si on rappelait au grand public comment se passaient les massacres des petits Vendéens, je pense que ça serait pas inutile. Et en plus, politiquement, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait souvent de la Révolution malgré la terreur. Or, depuis 2022, avec la France insoumise qui se balade avec des pendentifs de Robespierre au cou, la terreur est revendiquée, l'héritage de Robespierre est revendiqué. Alors, ça va peut-être que là, pour le coup, ils vont se prendre un petit coup de moins bien avec ce qui s'est passé en Palestine, mais c'était quand même un fait nouveau, encore plus radical, c'est que tout député se revendiquait de Robespierre ces derniers mois. Oui, donc revendique de Robespierre et de ces massacres. Alors moi, je voulais revenir avec vous, Jean Sévillat, parce que on parle aussi dans ce magazine des communistes, notamment comment sont présentés les communistes, Lénine, Staline, on a toujours refusé de comparer, enfin pendant un bon moment en tout cas, on a refusé de comparer le nazisme et le communisme comme deux modèles totalitaires. Lénine, Staline étaient présentés finalement comme des gens qui voulaient le bien à travers le monde, le Parti communiste comme des résistants, résistants aussi avec le FLN pendant la guerre d'Algérie. Comment vous expliquez donc et justement ici sur Radio Courtoisie, il faut quand même le dire, pendant longtemps nos auditeurs se disaient anticommunistes et on leur expliquait donc que c'était qu'ils n'étaient pas pour le bien et qu'ils n'étaient pas pour les lendemains qui chantent. Comment vous expliquez qu'il y a eu une telle désinformation, une telle histoire falsifiée sur l'histoire du communisme? Alors là, ça tient à l'histoire récente, ça tient au poids extrêmement important du Parti communiste dans la vie intellectuelle et politique française dans l'immédiate après-guerre. Il y a une sorte de volonté de captation du Parti communiste qui pourtant été complice de l'accord germano-soviétique signé en 1939 et que les communistes sont entrés dans la résistance en 1941 seulement, alors que d'autres ont commencé avant. Et donc il y a une sorte de captation par les communistes, de volonté de captation de la mémoire de la résistance, et donc il y a tout un discours mythifié qui s'est construit à partir de là, comme Hitler c'était le méchant. Je pense en effet qu'Hitler était le méchant. Mais enfin, puisque Staline fait la guerre à Hitler, donc Staline était dans le camp des bons. Donc voilà. Et donc à partir de cette vision-là, il y a toute une vision déformée de la Seconde Guerre mondiale et du rôle du communisme. Je veux dire, les communistes sont dans le camp des bons puisqu'ils ont été contre Hitler. Alors, je pense que les communistes ont eu raison d'être contre Hitler, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient des bons pour autant. Malheureusement, la nuit totalitaire s'est abattue sur les pauvres peuples qui ont été livrés du nazisme en 1945, mais beaucoup, malheureusement, sont tombés dans la nuit du communisme. Et je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où donc, Fabien Roussel, président du Parti communiste, explique à des enfants qui est gentil, qui est méchant. Il y a la photo de Staline et il a du mal à le mettre dans le camp des méchants. C'est-à-dire qu'il dit « Ah oui, donc il est moyen. Staline, plusieurs millions de morts, on le rappelle. » Ah oui, le Parti communiste n'est pas du tout prêt à faire un travail sur son propre histoire. Rappeler que les négociations du Parti communiste pour la réparation de l'humanité en juin avec les Allemands en juin 1940, ça passe pas du tout. La question du pacte germano-soviétique, l'approbation du pacte germano-soviétique par le Parti communiste, aujourd'hui on n'en parle quasiment pas. Donc le Parti communiste ne fait pas repentant sur sa propre histoire. Alors malheureusement, on n'aurait pas eu le temps de parler de tout ce magazine qui est bien complet. L'histoire de falsifier les historiens ripostent, c'est la une du dernier Incorrect. On parle aussi de la colonisation, on parle aussi de Vichy, on a
un peu parler des croisades et puis de la guerre d'Algérie, qui est un thème qui vous est cher, Jean Sévilla. Voilà, je rappelle l'incorrect, l'histoire falsifiée, les historiens ripostent. Merci à vous, Arthur de Vatrigan. Je rappelle, vous êtes directeur de la rédaction de l'incorrect. On vous retrouve vendredi prochain pour votre prochaine chronique sur la dernière ligne droite. Et merci à vous, Jean Sévilla. Je rappelle quelques-uns de vos livres: historiquement correct, historiquement incorrect, et puis votre livre sur Zita, votre livre sur l'empereur Charles d'Autriche, et puis votre dernier livre, Cette Autriche qui a dit non à Hitler, aux éditions Perrin. Merci à tous les deux.